Rejoindre sur scène directement. Et donc, nous, on va commencer la table ronde sur quelle place pour les constructeurs dans la mobilité urbaine de demain. Alors, j'appelle sur scène Monsieur Marc Mortureux, directeur général de la PFA. Bonjour. Alexandre Quintard, fondateur et directeur général de Cardinal. Bonjour. Mathieu Cusin, directeur de la communication de Toyota France. Bonjour. Bon, bien écoutez, alors normalement on aurait dû commencer avec un petit keynote entre Karima Delli et moi pour parler un petit peu de la place des constructeurs demain dans le milieu urbain. Alors on ne va pas se cacher, Karima a des positions assez claires sur la place de la voiture demain. Vous pouvez le constater en lisant l'hebdomadaire de cette semaine, puisqu'elle a consacré un papier, une tribune sur la voiture qui ne sera plus individuelle, elle sera partagée. Elle ne croit plus du tout au modèle de voiture individuelle. Est-ce que, déjà, dans un premier temps, on pourrait... Karima. Donc, Karima Delli, qui arrive tout droit de Strasbourg. Karima, qui est députée européenne et présidente de la commission transport du Parlement européen. Alors, du coup, on en a fait sauter la keynote qu'on avait tous les deux. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur... Ouais, direct, comme ça. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur puisque tu as écrit dans notre hebdo, tu nous as fait ce plaisir, sur la place de la voiture individuelle demain en ville. Là, on parle de milieu urbain. Quelle est ta position ? Quel est ton parti pris sur ce sujet-là ? Bonjour, excusez-moi, je suis un peu essoufflée, je sors juste du train. Très rapidement... Alors moi, je suis la présidente de la commission de transport et je suis la rapporteure au niveau européen de la mobilité urbaine durable. Pourquoi demain la voiture individuelle va de plus en plus faire part à une mobilité qui sera autre que celle qu'on connaît aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes tous sur un même tempo, le tempo du dérèglement climatique. Aujourd'hui, le temps nous est compté. Le temps qui s'écoule est véritablement phare. Pourquoi je dis ça ? Parce que les transports au niveau européen, c'est 30% des gaz à effet de serre, qu'on le veuille ou non, à la veille de la COP25, à la veille de la Commission européenne qui va nous annoncer un Green Deal. Le transport, c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre. C'est un gros problème. Et en plus de ça, on rajoute une autre chose, qui est la maladie du 21e siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. C'est notamment la pollution de l'air. Sur les deux phénomènes, la voiture, aujourd'hui, a une part de responsabilité. Je ne dis pas que la pollution de l'air, le véhicule et la voiture a toutes les responsabilités. C'est une partie. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de villes vont prendre aujourd'hui des mesures. Les villes, dans le 21e siècle, elles ne seront plus spectatrices. Elles vont devenir actrices d'une nouvelle mobilité. De plus en plus, en Europe, les villes font la pluie et le beau temps. Pourquoi ? Parce que les villes se sont construites autour de la voiture. Et aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène sociologique totalement nouveau. C'est comment se désintoxiquer de la voiture. De plus en plus, la voiture est un problème de pollution, de congestion, mais aussi de place dans cette ville. Les citoyens ont un mot à dire, ils ont deux choses. Ils veulent retrouver leur ville et pouvoir se déplacer librement, donc avoir une fluidité. La deuxième chose qui se passe en Europe, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est que le véhicule en tant que tel, dans les imaginaires depuis longtemps, le véhicule était un petit peu le mode de liberté qui a été véhiculé par un tas de choses. Regardez rien que notre cinéma. Le cinéma français est extraordinaire. On a beaucoup de chance. Mais il est révélateur. Notamment, l'ADS était la fameuse DS, la voiture. Quel personnage est illustré par la DS ? J'ai l'impression qu'il y a un conflit générationnel là. Le général. Le général de Gaulle. Vous avez vu le conflit générationnel quand même ? Bon, bref. Et au fait, ce qui est à dire et ce qui est important, c'est que les citoyens, aujourd'hui, dans toutes les études, il y a cette jeunesse qui ne passe plus le permis.
17% des jeunes de moins de 30 ans en Europe ne placent plus le permis. Deuxième phénomène nouveau, c'est notamment le fait que lorsque les personnes âgées entraient en retraite, souvent elles faisaient un achat. Le premier achat était une nouvelle voiture. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Sur les deux phénomènes, on a une mobilité qui se dessine, c'est-à-dire l'arrivée des nouveaux entrants sur le marché, notamment des mobilités. Il y a de nouvelles formes de mobilité, ça on est d'accord. Excuse-moi. Les nouveaux entrants sont arrivés sans qu'on les voie venir réellement, avec la révolution digitale. Aujourd'hui, au niveau européen, 60% des startups travaillent dans quoi? La mobilité. Et ça se décline sur tout. L'avenir de la mobilité aura un mot, c'est l'intermodalité. Les citoyens ne seront plus spectateurs, ils seront acteurs et ils vont faire leur propre mobilité selon les outils qu'ils auront. Et un des grands outils, ce seront les transports en commun. Marc Mortureux, vous êtes directeur général de la plateforme de la filière automobile. Karima Delli nous explique que donc, demain, la mobilité, ce sera l'intermodalité. Est-ce que ça veut dire que la voiture n'a pas sa place dans cette intermodalité? Et quelle est la place de la voiture demain dans la ville? Alors, bonjour, moi je représente effectivement l'ensemble de la filière automobile, les constructeurs, les équipementiers, les 4000 entreprises, PME de la filière automobile. Et peut-être, pour vous surprendre, il y a beaucoup de choses que dit Karima Delli que je partage. C'est très clair que l'avenir aujourd'hui de la filière automobile ne peut en rien s'écrire comme un reflet du passé. C'est très clair qu'on est dans une très profonde transformation et que la stratégie aujourd'hui des acteurs de la filière automobile, de toute évidence, est nécessairement tournée vers une hybridation produit-service avec de plus en plus d'aspects de services de mobilité. Et quand vous parlez de transition énergétique, d'urgence climatique, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus une question, c'est plus une option, c'est une nécessité. Et les constructeurs d'ailleurs et l'ensemble de la filière sont engagés, comme vous le savez, dans des investissements gigantesques, à la fois donc sur la partie transition énergétique vers le véhicule électrique, mais également sur le digital, qui est une disruption effectivement considérable, mais aussi cette transformation sociétale qui a été décrite. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les villes, effectivement, je partage totalement le fait qu'elles jouent un rôle de plus en plus important de régulateur. En tant que responsable de la filière automobile, des entreprises automobiles, c'est notre responsabilité d'écouter ce que disent les responsables politiques qui sont en charge des villes, qui sont en charge des questions de qualité de l'air. Et c'est à nous, disons, d'être parmi d'autres, des apporteurs de solutions par rapport aux questions telles qu'elles se posent aujourd'hui, de congestion, de pollution de l'air, ou parce qu'il ne faut pas oublier quand même les autres territoires, c'est là où je peux un tout petit peu peut-être diverger, c'est qu'il y a aussi effectivement, dans un certain nombre de territoires, la voiture reste et restera assez longtemps le moyen le plus privilégié parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options pour se déplacer, parce que les besoins de mobilité vont continuer à se développer. Simplement, il faut aller beaucoup plus vers le véhicule propre, donc électrique ou à hydrogène, différents types de solutions, vers le véhicule partagé. Partage aussi le fait qu'il faut aller effectivement vers ces tendances, vers le véhicule connecté, de plus en plus autonome, et que tout ça est une révolution absolument considérable pour la filière, qui s'inscrit dans le cadre d'une réglementation aujourd'hui au niveau européen, qui impose de toute façon des évolutions extrêmement rapides, qui ne sont pas d'ailleurs, on pourrait y revenir sans poser quelques difficultés aux entreprises pour s'adapter dans un rythme aussi fort. Vous l'avez cité, le mot d'accélération est assez impressionnant. Les émissions de CO2 d'un véhicule neuf ont baissé à peu près de 30% en moyenne sur les 30 dernières années. Il faut que ça baisse de 50% entre maintenant et 2030, en 10 ans. Donc vous voyez l'accélération. Et si on veut aller vers la neutralité carbone en 2050, c'est encore plus rapide. Et ça pose toute une série de questions, mais sachez que très clairement, les acteurs de la filière automobile sont parfaitement conscients de leurs responsabilités pour avancer dans cette trajectoire-là. Simplement, il faut arriver à bien documenter quels sont les impacts et comment on accompagne cette transformation, parce qu'il y a une chose qui est certaine,
c'est qu'on est dans un contexte où on a besoin d'écosystèmes pour réussir l'intermodularité, les aspects d'infrastructures de bornes de recharge pour des véhicules électriques, etc. Il y a tout un ensemble d'écosystèmes à créer. On ne peut pas réussir tout seul. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, il y ait une mobilisation cohérente, la plus lisible dans la durée possible, donc avec un cadre le plus stable possible, pour pouvoir s'inscrire dans cette tendance et, encore une fois, être apporteur de solutions. Alexandre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un consensus sur l'idée que le modèle de la voiture d'hier, c'est quelque chose de révolu, et qu'il y a donc, la voiture est amenée vers un nouveau modèle, mais que ça ne veut pas dire pour autant que la voiture va totalement disparaître? Alors bonjour à tous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un consensus entre les deux intervenants à ma droite. Je pense qu'il faudra qu'on continue encore à discuter tous ensemble. Et voilà. Moi, mon sentiment profond, c'est que je pense qu'il y a eu 2 changements de paradigme majeurs. Le changement technologique que Karima Delli a déjà décrit, qu'on vit tous au quotidien et pas que dans le sujet des mobilités. Puis il y a un deuxième changement majeur de paradigme qui concerne à la fois la ville et les transports, les moyens de transport. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, vous, nous, les gens, en règle générale, ont des attentes très particulières sur la qualité de vie, sur leur environnement, pas au sens forcément que écologique du terme, c'est-à-dire au sens environnemental, c'est-à-dire la qualité de vie, là où on vit, là où on se divertit, là où on va faire nos courses. Et donc il y a des évolutions très profondes, si vous regardez les 10-15 dernières années, sur en tout cas des exigences profondes qui sont en train de se manifester, sur la manière de restructurer les villes. Et forcément, derrière, ça impacte la question des mobilités. Il y a de plus en plus, il y a eu dans certaines villes, alors faisons attention à ne pas toujours prendre Paris comme référence, parce que Paris a un vrai sujet, à mon avis, problématique, c'est la surdensité de Paris, qui est très concentrée, avec en plus une barrière géographique territoriale, qui change absolument tout dès lors que vous la franchissez. C'est-à-dire que dès lors que vous n'êtes plus dans l'intramuros parisien, vous n'avez plus du tout une expérience des mobilités de la même manière. Et c'est en ça où j'aurais peut-être quelques réserves sur le propos de Karima, c'est que je pense qu'effectivement, à partir du moment où on sort d'une grande ville comme Paris, qui est furieusement gâtée en termes d'offres de mobilité, et je pense qu'on les voit tous aujourd'hui, parfois même certaines offres exaspèrent certains habitants, à tort ou à raison, on ne peut peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui en tout cas. La certitude, c'est que dès lors que vous faites 5, 10 ou 15 kilomètres à partir d'ici, votre expérience des mobilités ne sera pas du tout la même. Parce que vous allez vous retrouver dans des territoires qui sont soit complètement ruraux, on en a à 10-15 km de Paris, c'est vraiment aux portes de Paris, parce que vous êtes sur des territoires périphériques, comme on les appelle, et on les a bien vus. Il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup de débats ces derniers mois sur la question des zones périurbaines et des zones périphériques. Mais fondamentalement, parce qu'il y a eu un changement de paradigme majeur et des attentes qui se sont en train de s'exprimer, vous avez effectivement des territoires entiers qui n'ont pas le même rapport à la voiture qu'un Parisien du centre de Paris. Et donc je pense qu'il faut, et de la même manière, vous n'avez pas le même rapport à votre environnement et à la qualité de vie et à ce qui vous entoure lorsque vous habitez dans une zone périphérique, a fortiori une zone rurale, que lorsque vous êtes en plein cœur de Paris. Donc je pense que mon ressenti, c'est que le paradigme qui a changé, et qui s'est accéléré indéniablement avec l'essor de nouvelles technologies qu'on a à peu près tous dans nos poches, et c'est pour ça que pareil, sur l'intermodalité, aujourd'hui, pour moi, l'intermodalité, c'est l'iPhone et les applications. Est-ce qu'on a vraiment besoin, sans rouvrir aussi ce sujet du MAS, mais est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'une application qui contrôle tout, qui intègre tous les flux et toutes les options de transport, ou est-ce que finalement on ne se débrouille pas déjà nous-mêmes avec 3, 4, 5 applications qu'on a choisies, qui sont finalement une sorte de preuve de notre liberté d'expression aussi, parce qu'on a décidé de prendre cette solution de VTC, cette solution de vélo en partage, cette solution de trottinette, évidemment telle ou telle option de transport en commun lorsqu'il y en a et lorsqu'ils sont disponibles. Donc je pense qu'effectivement, ce changement de paradigme sur la voiture, qui s'exprime très fortement aujourd'hui pour des raisons aussi environnementales, qui sont réelles, que personne peut aujourd'hui contester, il y a eu la fin d'un monopole sur le moyen de transport individuel. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que nous étions encore il y a 10 ou 15 ans dans une organisation où, au fond, l'argent du contribuable était géré par des villes et était redisposé, redéployé dans des délégations de services publics, donc soit des groupes publics, parapublics ou des groupes privés qui géraient en concession, en délégation des transports en commun, soit vous aviez le monopole de la voiture
qui était voiture et de roues motorisées, mais fondamentalement la voiture en termes de volume, qui était au fond le seul moyen individuel de déplacement. Et je pense, et je veux juste terminer là-dessus, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, même si on peut contester la pollution, quelle est l'activité humaine qui ne génère pas une pollution, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que la voiture aujourd'hui, en tant qu'objet, en tant que réponse à un besoin de déplacement, c'est quelque chose qui permet aussi de la liberté de circulation et de déplacement. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a sur un territoire grand comme la France, avec les Outre-mer, avec 70 millions aujourd'hui d'habitants, a fortiori dans un contexte européen où on est extrêmement mobile, on peut aller d'un pays facilement parce qu'on a Schengen, parce qu'on a la liberté de circulation. Il y a encore des besoins qui ne peuvent pas être remplis soit par le transport en commun, soit par des trottinettes, soit par des vélos, j'ai envie de dire malheureusement. Même si c'est des options, des offres complémentaires qui doivent nécessairement se développer. Et encore une fois, pas que dans les grandes villes. C'est un peu le problème qu'on a pu avoir ces dernières années dans le sujet des mobilités, que je suis effectivement avec passion. On a pu avoir des réactions parfois un peu épidermiques sur certaines options de mobilité. Mais je crois qu'il faut bien se poser la question. Aujourd'hui, si l'enjeu, c'est de mieux déjà partager le parc automobile, je vais mettre les pieds dans le plat, il ne fallait pas interdire Uber Pop. Il fallait pas interdire, pardon ? Il ne fallait pas interdire Uber Pop. Il fallait généraliser ce type d'option. Je suis volontairement provocateur, vous me comprenez, mais c'est-à-dire que si l'enjeu aujourd'hui... Uber Pop, en 2 mots, c'était le service d'Uber qui permettait à des particuliers de transporter d'autres personnes. Et tant d'autres, bien sûr. Voilà. Et il y avait Hitch aussi à l'époque qui faisait cette activité et qui a conduit les fondateurs de Hitch en prison à l'époque pour... Peut-être pas en prison, en garde à vue. En garde à vue. En justice. Ils ont été arrêtés, ils ont été en garde à vue, c'était assez spectaculaire. Ils ne sont pas passés loin, comme certains agents d'Uber. On va parler juste après peut-être du pollution versus liberté, parce que je pense que Karima voudra répondre. Mais je voudrais quand même donner la parole à Mathieu Cusin, qui représente Toyota France. Dans cette perspective, comment est-ce qu'on repositionne le modèle économique d'un constructeur comme Toyota, qui est le 2e constructeur automobile du monde, sur peut-être ces nouveaux paradigmes qu'on vient d'évoquer, pour garder cette place dans le milieu urbain de demain? Absolument. Bonjour à tous. Oui, Toyota opère sa mue, quelque part, par rapport à tous les changements dont on vient de parler, qu'on vient d'évoquer, par rapport à toute l'évolution de la législation, de la réglementation, qui deviennent de plus en plus contraignantes et qui sont de plus en plus incitatives pour délaisser effectivement la voiture individuelle au profit de transports parallèles, différents. Qu'est-ce que fait Toyota ? Mais comme d'autres constructeurs, on opère notre mue. Notre ambition, c'est de passer effectivement de statut de constructeur automobile à fournisseur de mobilité. Ouais. C'est un peu tarte à la crème, j'ai l'impression. On l'entend beaucoup, mais c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité chez Toyota. Il y a une vraie volonté. Il y a une marque spéciale qui a été créée, qui s'appelle Kinto. D'accord. Voilà, donc c'est tout récent. Autour de cette marque Kinto vont être déclinés tout un tas de panels de services de mobilité qui vont se développer, qui sont aujourd'hui en phase de test ou de réflexion tout simplement, mais en tout cas l'ambition de Toyota, c'est vraiment de se développer sur ce marché de la mobilité, là où se situe quelque part la valeur de demain. D'accord. Donc l'évolution du modèle, c'est vers la mobilité, c'est quelque chose d'acquis, y compris pour les constructeurs automobiles. En tout cas, c'est sûr pour Toyota, ça c'est sûr. Nos plans visent à développer cette partie. D'autres constructeurs le font. C'est plutôt bon signe, quoi. Karima, je sens que tu veux réagir à plein de choses. Est-ce que tu peux être concise et synthétique? Non, mais il y a plein de choses à dire, donc je vous réinviterai pour en parler, mais c'est important que l'échelon européen soit là. Et moi, je n'étais pas d'accord, et je vous le dis de manière assez sereine aujourd'hui, 1 an après avoir mis en place des nouvelles normes de CO2 sur les véhicules et avoir révélé un peu la première enquête sur le Dieselgate. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que les constructeurs automobiles ont perdu beaucoup de temps. Je ne vous le dis pas de manière fâchée aujourd'hui, mais j'étais très fâchée il y a 1 an, parce que lorsqu'on met des normes
de dire maintenant, il va falloir qu'à partir de 2030, les véhicules fassent moins 37,5% de CO2 d'ici 2030. C'était pas pour vous ennuyer, c'était pas pour vous fâcher. Mais si moi je prends l'accord de Paris et que je l'applique dans le secteur automobile, c'est pas 37,5, c'est 70%. Le problème que vous avez aujourd'hui, et je vous le dis, c'est qu'à un moment, les constructeurs automobiles ont eu très peur de s'investir notamment dans ces nouvelles technologies, au point qu'ils ont freiné. Je peux comprendre. Non, mais pas Toyota, d'accord, ok. Ok, on va faire des trucs. Et une partie a eu peur, sauf que freiner les normes, c'est d'être en retard par rapport à des concurrents qui, eux, ne laisseront pas faire le marché de l'automobile. Et c'est là où moi j'ai un petit problème de fond. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors tout le monde dit il faut faire de la voiture électrique. Alors moi, si j'ai quelque chose à dire sur le véhicule électrique, c'est que demain, il faut tout revoir. Il faut remettre en place une nouvelle politique industrielle. C'est la raison pour laquelle, et je suis très contente, je suis très, pas fâchée, je suis très triste de ne pas voir Luc Châtel. Il ne pouvait pas, mais vous le ferez part de ça, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque cette norme, nous l'avons adoptée avec 28 chefs d'État, hein, c'est pas seulement le Parlement européen. Et là, on a dit, regardez, c'est la faute à l'Europe. L'Europe veut mettre des nouvelles normes, c'est scandaleux. Alors que non, nous ne faisons qu'appliquer les accords de Paris. Donc à ce moment-là, vous retournez devant les 196 pays et vous leur dites, alors, qu'est-ce que vous nous faites ? Il y a un truc qui ne va pas bien, premièrement. Ne dites pas à cause de l'Europe. La deuxième chose qui est très importante, c'est que justement les concurrents ne nous attendront pas. Et c'est là où moi je vous invite, puisque à partir de janvier, je vais lancer le premier sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Europe a une responsabilité sur la question des 13 millions de salariés. Les 13 millions de salariés qu'on a un peu envoyés dans le mur, notamment du diesel. Et aujourd'hui, moi, je vois sur mon territoire, moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Bon, là, ça s'est un peu entendu. Mais qu'est-ce qu'ils me disent, les salariés ? Ils me disent, Madame Dely, nous, on n'a pas choisi de travailler dans le diesel. Mais comment on fait pour enclencher la dynamique ? Et moi, c'est ça que je veux construire. C'est comment on relance des leaders au niveau européen sur une nouvelle politique industrielle. Et ça, travailler sur le mix énergétique. Ne faisons pas un focus juste de l'électrique. Pourquoi l'Europe n'est pas bonne, notamment en termes de quoi ? Compétitivité des batteries. Les batteries, elles viennent d'où ? Bravo, Alexandre. T'as pas de Gaulle, mais t'as la Chine. On parle de politique industrielle, Karima. La question, c'est la place de la voiture de demain en centre-ville. Parce que si demain, je ne peux pas acheter de voiture... Justement, la question, elle va être là. Si demain, la voiture, elle est à partage, ce sera quoi comme type de voiture ? Donc, elle roule à quoi, la voiture de demain ? Donc, quel mix énergétique ? Est-ce qu'on va importer des batteries de l'autre bout du monde ? Alors que ça, en termes de cycle de vie, et c'est là où les constructeurs doivent repenser en termes de cycle de vie, parce que le problème que nous avons, c'est qu'il n'y en a qu'un qui parle, et un peu Toyota, c'est vrai, qui réfléchissent en termes de cycle de vie. Pourquoi ? Parce que demain, il faut lancer au niveau européen une filière de l'économie circulaire. Tout se recycle demain dans un véhicule. Pourquoi ? Parce que ce sont des métaux rares, et demain, la guerre des métaux va être très importante. Première chose. Faisons pas juste du 100% électrique. Il faut un mix électrique, hydrogène, peut-être le gaz. Ça, c'est une part. Mais ça, il faut former les gens. Il faut former des salariés. Une usine sur un territoire, c'est un territoire qui meurt. Et la concurrence est tellement forte aujourd'hui, au niveau international, qu'il faut tout réorganiser. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir, et tout à l'heure, vous avez raison de dire, mais on m'a posé la question sur le volet urbain. On ne m'a pas posé la question sur le périurbain et sur les zones rurales, mais je le dis dans mon article.
Aujourd'hui, dans beaucoup de zones rurales comme dans le périurbain, on a un double problème. Tout d'abord, la mobilité, comme objectif et comme défi du 21e, au niveau du 21e siècle, elle doit être une mobilité accessible, inclusive. Qu'est-ce qu'on se rend compte dans les territoires? Fracture territoriale. Il n'est pas juste que certains territoires soient desservis par des transports en commun, d'autres non. Ça, c'est la première chose. Il y a trop de territoires en France et en Europe qui ne sont pas desservis. Premier problème. Deuxième problème, c'est que la mobilité est chère, voire très chère. Et là, on a un problème de fond, parce qu'il y en a qui disent on ne bouge plus. Mais il y a une question, excuse-moi Karima de te couper, mais je vais essayer de recentrer le débat sur... Non, mais je la tiens à place le des dire, constructeurs. sur le on ne bouge plus, ça veut dire quoi? Être immobile, il y a 10 millions de personnes en France qui ne bougent plus. Et ça crée vraiment des tensions, ne plus bouger. Absolument. Les tensions, c'est le mouvement des Gilets jaunes. C'est à ça que C'est que tu veux, c'est pas seulement que tu veux ça. évoquer. Il y a aussi toute une partie. Alors, il y a toute une Parce que partie les qui Gilets n'est jaunes sont pas. attachés à la voiture. Alors, Parce que quand il faut tu faire parles- attention. Il faut faire attention. Les gilets jaunes sont bien sûr attachés à la voiture, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent une chose. Nous, on aimerait bien prendre de l'électrique, mais l'électrique, c'est inaccessible. Vous savez le prix d'une voiture électrique? C'est pas possible. Quelle est la production de l'électrique au niveau européen? 2%. Alors moi, je veux bien qu'on fasse de la publicité pour les bagnoles, mais arrêtez les publicités sur les SUV. Pourquoi vous ne mettez pas en avant une petite voiture du 3 litres au 100 comme on faisait, plutôt qu'un SUV qui pollue, qui prend de la place et qui est dangereuse? On a un problème de fond. Et pourquoi les constructeurs automobiles font ce choix-là et pas d'autres? Il y a des SUV électriques qui... Et les arrivent. SUV, vous savez, c'est les espèces de gros 4x4. Et ensuite, c'est là où moi j'arrive. Ce sommet européen va mettre en branle des nouvelles politiques industrielles. Parce qu'il faut aller vite, mais surtout, c'est qu'il faut voir quel type de mobilité. Et vous regardez dans la séquence qui est en train de se passer, c'est extraordinaire. Moi, j'étais au salon automobile de Francfort. Ils sont où les constructeurs automobiles à Francfort? Ils sont quasiment plus là. Bah, je vous le dis. Pourquoi? Ils désertent de plus en plus ces salons parce qu'ils ont compris que tout se joue maintenant où? Dans les technologies. Donc ils sont, vous savez, le truc de Las Vegas, là, comment on appelle ça? Le CES. Le fameux CES. Quand vous allez maintenant au Vivatech, quand vous allez justement dans les événements un peu dits tech, la mobilité apparaît dans les salons de technologie d'une manière extraordinaire. Sauf qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la technologie. D'où mon rôle de législateur et de présidente. Et c'est là le bouleversement qui va arriver dans le 21e siècle. Qu'est-ce que l'économie numérique dans la mobilité? Qu'est-ce que c'est que ces plateformes? Qu'est-ce que c'est que cette économie de partage? Tout peut cohabiter, au fait, puisque la mobilité, c'est comme la biodiversité. On a besoin de tous les acteurs, on a besoin d'un panel d'outils, mais il faut que tout se cohabite de manière harmonieuse. Et le problème de fond, c'est que le numérique vient apporter des modèles qui, parfois, créent de la concurrence déloyale, des conditions de travail qui sont difficiles, et ensuite, l'arrivée des problèmes qui fâchent. Et vous savez, c'est quoi le problème qui fâche en ce moment? C'est la question de la donnée, qui va être, et qui est en ce moment, le Graal. Tout le monde est en train de regarder justement comment on va faire. Vous avez parlé tout à l'heure, Alexandre, il dit oui, mais les transports en commun c'est bien, mais la voiture. Oui, tu l'as dit un peu comme ça. Mais la voiture individuelle. Mais c'est qu'il faut bien comprendre, demain, chacun fera sa propre mobilité, mais pour pouvoir accéder, il faut avoir les données. Et qui sera propriétaire des données? Qui sera propriétaire des données? Est-ce qu'on est capable de faire des plateformes d'open data pour que toute cette mobilité, justement, réponde à l'ensemble aussi des innovateurs qui sont là demain? Comment on fait pour protéger nos données face à des mastodontes? Vous savez, les GAFA, eux, ce qui les intéresse, c'est pas vos usines. Hein. Parce qu'avec une imprimante 3D, la Google Car, ils savent faire. Non, mais je vous le dis. On va laisser peut-être Marc Mortureux répondre. Non, mais je termine par là.
C'est-à-dire que dans la politique de la mobilité, notamment de l'industrie automobile, s'il vous plaît, acceptez la main que je vous tends. Il est grand temps d'avoir tous les acteurs autour de la table pour se dire, allez, on y va. Comment on fait pour sortir des énergies fossiles? Comment on fait pour mettre en place une vraie politique d'économie circulaire tous ensemble? Comment on fait pour accompagner nos salariés? Parce qu'ils n'y peuvent rien d'avoir. Ce n'est pas eux qui ont fait des choix industriels de cette énergie-là. Et donc, je vous tends la main et je vous dis maintenant, travaillons sur une vraie feuille de route pour que justement, c'est l'échelon européen qui devient leader et pour pouvoir aussi protéger nos industries. Marc, Karima Deli. Merci beaucoup. Vous tend la main. Non, mais je trouve que vous le débat prenez. est super intéressant. Moi, j'ai une ou deux choses à dire aussi par rapport à ça, mais ce qui n'est pas en opposition, et je partage totalement le fait qu'il faut qu'on bosse ensemble. De toute façon, c'est indispensable. Et ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, on ne peut pas réussir tout seul ces transformations. Moi, un des points qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, dans le cadre actuel, je partage totalement qu'on a besoin d'Europe. Il ne faut pas aller dire que c'est à cause de l'Europe ou ceci. Au contraire, plus Alors faites-moi plaisir. Dites à Carlos Tavares de ne pas dire dans un 4 pages dans le Figaro que Karima Deli est une amatrice de la politique industrielle et de la législation, parce que ça, je n'ai pas accepté. Ce qu'il dit, c'est qu'on hein. n'a pas suffisamment travaillé les impacts des décisions qui sont prises, et je pense qu'il n'a pas complètement tort, non seulement sur l'objectif 2030, mais sur tout ce qui est en train de se faire, sur la neutralité carbone 2050, etc. Je lui fais tac au tac. Je lui fais tac au tac, parce que je lui fais juste un tac au tac pour lui dire, quand Carlos Tavares dit ça, il n'a pas pris en compte une chose. Ça faisait quand même plus de 10 ans que toutes les technologies étaient présentes et que ils n'avaient pas que les constructeurs automobiles n'avaient pas mis en œuvre. Alors après qu'on leur dit, on vous donne encore 11 ans pour réduire 37,5, ça va, c'est pas non plus 100%, quoi. On ne peut pas complètement dire qu'il y a 10 ans, les batteries étaient à un prix raisonnable. Aujourd'hui, c'est vrai que la technologie devient mature. Grâce d'ailleurs au marché chinois et à l'effet de masse, on a aujourd'hui effectivement des prix de batteries qui sont en train de baisser rapidement. Ce qui était quand même le verrou technologique majeur depuis 40 ans, c'est effectivement en train de se résoudre. Et de ce côté-là, encore une fois, très clairement, aujourd'hui, tous les constructeurs y vont et y vont massivement. Moi, ce que je voudrais dire au fond, je partage mais totalement le fait qu'on n'a pas d'autre choix collectivement et donc au niveau de la filière automobile de réussir cette transition énergétique. Il n'y a aucun doute là-dessus et de toute façon, le cadre, il est tellement clair, contraignant et autres, que de toute façon, encore une fois, il n'y a plus de débat là-dessus. Moi, ce qui me préoccupe, sur le fond, tel que les choses sont engagées, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on crée aujourd'hui les conditions pour donner du sens à cette transition? Et est-ce que, quand on met des chiffres, des objectifs et une accélération considérable, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le consommateur suivent aussi cette transition? Parce que très clairement aujourd'hui, le grand sujet qu'on a, c'est est-ce que toutes ces voitures électriques, hybrides rechargeables, demain hydrogène, etc., est-ce que réellement les constructeurs vont réussir à les vendre? Et pour ça, il y a plein de problématiques sur les infrastructures de bornes de recharge. Je regorge d'exemples très concrets de gens qui vont à une borne de recharge quand ils sont un peu en itinérance à Auxerre, qui tombent sur la borne qui était bien identifiée, qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas payer avec une carte bleue, à qui doivent s'inscrire sur un site Internet. Et puis, une fois qu'on s'est inscrit, à la fin, on nous dit faut que vous envoyiez vos tribes à telle adresse postale et ensuite vous pourrez utiliser la borne. On a un vrai sujet aujourd'hui de cohérence par rapport à ça. On a cette obligation d'aller très très vite, très très vite. Et encore une fois, je ne la conteste pas en soi, mais il est fondamental qu'on crée les conditions pour que, effectivement, l'ensemble des gens adhèrent progressivement à cette transition. Et moi, une des choses que je trouve aujourd'hui compliquées, on a eu récemment la volonté, d'une compétition, je dirais, pour l'implantation d'une gigafactory, une usine de batterie, en l'occurrence asiatique, bien évidemment, entre la France et la Pologne. C'est évidemment la Pologne qui a gagné compte tenu des coûts, du travail, des aides possibles, etc. La fabrication de batteries, ça consomme énormément d'électricité. On sait que le contenu carbone de l'électricité
en Pologne est infiniment plus élevé qu'en France. Bon, on n'en tient pas compte. On a des règles aujourd'hui qui ne permettent pas d'intégrer ce paramètre qui est critique. Et moi, voilà, une des grandes questions que j'ai, c'est que je ne voudrais pas qu'on fasse cette transition qui est, encore une fois, pour moi, indispensable, nécessaire, mais qui va être douloureuse sur le plan industriel, sur le plan de l'emploi, parce que c'est une transition tellement rapide qu'elle va avoir des conséquences qui sont complexes à gérer, mais il faut le faire. Je ne le mets pas comme un prétexte, mais je ne voudrais pas qu'on se rende compte dans 20 ans ou dans 30 ans que le bilan global sur le plan écologique, et en particulier sur le plan des émissions carbone, au regard de tous les biais qui peuvent exister aujourd'hui sur la capacité finalement à des fuites de carbone ou à un transfert purement et simplement, ne se traduisent finalement par un bilan qui ne soit pas favorable. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème de sens par rapport à ça, et là où je diverge un petit peu en termes de tonalité, c'est que je suis pas sûr que la meilleure façon de faire adhérer les gens à cette transition soit, je trouve, un peu trop de désigner comme coupables des gens qui roulent en diesel parce que pendant longtemps, il y a eu effectivement des avantages fiscaux pour le diesel voulus par les pouvoirs publics, parce que voilà, on veut absolument, disons, considérer que celui qui utilise encore une voiture, c'est pas bien, etc. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on accompagne cette transition. Je pense qu'elle est nécessaire, mais il y a beaucoup de travail à faire pour mettre de la cohérence. Et nous, notre sujet aussi, dans la mesure où on est des industries qui sont quand même lourdes, qui nécessitent des investissements lourds, qui nécessitent des évolutions de compétences des hommes et des femmes qui travaillent dans ces sujets-là, c'est qu'on a besoin d'un cap stable, lisible. Et je peux vous dire, aujourd'hui, nous organisons une grande journée de la filière automobile lundi avec toutes les PME et les ETI. Elles sont extrêmement inquiètes aujourd'hui de la difficulté à comprendre ce qui va se passer. Il y a énormément d'incertitudes aujourd'hui sur ce qui va se vendre effectivement l'année prochaine. Et du coup, on a vraiment des préoccupations importantes sur la façon dont on va réussir à accompagner les entreprises de la filière. Donc voilà, nous, notre préoccupation, c'est oui, il faut y aller, il n'y a aucun doute, on est à fond, on investit massivement. La logique des services, de toute façon, il faut être clair en termes de stratégie, quand on regarde l'avenir, le marché européen de vente de véhicules devrait progressivement baisser en Europe. Et à l'inverse, on voit que les services de mobilité représentent des opportunités de développement considérables. Donc c'est une évidence que de toute façon, les acteurs de la filière vont investir massivement dans ces domaines-là, avec les sujets des données, de la gestion des données que vous avez évoqué, qui est effectivement un sujet extrêmement important. Donc on est complètement avec vous dans cette logique de transition qu'il faut réussir. Mais voilà, entendez aussi la nécessité d'un peu plus de cohérence d'ensemble du dispositif pour qu'on réussisse, et qu'on réussisse au rythme auquel nous souhaitons effectivement y parvenir, qui n'est pas un rythme naturel et qui justifie pleinement qu'il y ait de la régulation, parce que effectivement, ce n'est pas une trajectoire qui serait suivie naturellement sans régulation, c'est clair. Mathieu Cusin de Toyota. Oui, je voulais juste rajouter quelques précisions là, et puis rebondir sur ce qui a été dit, notamment sur la problématique. Voilà, donc les constructeurs doivent vraiment accélérer, etc. C'est une vraie rupture technologique. Bon, je vais juste préciser quand même que Toyota, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans l'électrification. Donc on ne s'est pas réveillé avec une conscience écologique. On a un plan 2050 qui est ancré avec 6 défis qui couvrent quasiment tous les thèmes qui ont été abordés ici, avec évidemment comme premier défi la réduction des émissions de CO2 à la fois de nos voitures, dans tout le cycle de production d'une voiture, au niveau des usines, au niveau du recyclage, vous en avez parlé, et le défi numéro 6 que je préfère personnellement que s'est fixé Toyota, c'est de contribuer à l'avènement d'une société en harmonie avec la nature. Donc c'est vraiment un objectif très large qui n'est pas uniquement propre à Toyota, mais qui est d'état d'esprit très japonais quelque part, et c'est la volonté des Japonais de contribuer au monde et à un meilleur environnement. À ce titre, vous avez parlé, Marc, des problématiques de bornes de recharge. Oui, la problématique des bornes de recharge se pose quand on a un véhicule 100% électrique. Elle ne se pose pas quand on a un véhicule hybride. Karima, vous avez parlé de véhicules. Bon, pourquoi les constructeurs ne font pas des véhicules qui font au moins 3 litres au 100, par exemple, de consommation? Bon, la Prius fait 3 litres au 100, voilà. Donc, avec des émissions de CO2 qui sont probablement les plus faibles du marché. Vous avez parlé de la problématique de la production, donc de la transformation, enfin, du passage du diesel à l'électrique.
Nous, chez Toyota, et le risque que ça avait sur l'emploi, chez Toyota, on a une usine en France, à Valenciennes, qui emploie aujourd'hui 4000 personnes et qui, en prévision de la commercialisation de la nouvelle Yaris, alors Yaris c'est une petite citadine, va recruter 500 personnes de plus. Donc nous, on recrute et on va livrer un véhicule, enfin proposer un véhicule l'an prochain qui sera extrêmement performant, il sera hybride et d'un point de vue environnemental, avec des émissions de CO2 proche de un peu plus de 60 grammes par kilomètre. 60 grammes de CO2 par rapport à l'objectif de 95 grammes, on est largement en dessous des ambitions européennes. Pour ce modèle, j'en conviens, c'est une citadine. Mais en tout cas, Toyota, ce que je voulais préciser, c'est qu'on a une vraie politique environnementale, qu'on a une volonté de ne pas s'arrêter à l'hybride, on a une volonté d'accompagner et d'aller vers le zéro émission. Pour ça, il y a effectivement l'option véhicule à batterie qui va se recharger, mais qui pose plein de questions d'origine des batteries, de structure de capillarité de bornes de recharge. On a aussi une volonté de promouvoir une autre technologie dont il a été question tout à l'heure à la table ronde précédente sur l'hydrogène, puisque Toyota, une fois de plus, a été le premier constructeur mondial à proposer de série une berline qui fonctionne à l'hydrogène. Donc vous faites le plan d'hydrogène comme un véhicule thermique, ça dure 3 à 4 minutes, et vous avez une autonomie de 400 à 500 km, et vous ne rejetez que de l'eau. D'ailleurs, il y en a qui circulent à Paris à travers la compagnie de taxi Hype. Tout à fait, ça fait partie des initiatives. Voilà. Donc, c'est une façon pour moi pour recentrer le débat sur la voiture en ville, n'est-ce pas? Est-ce que tu avais fini, Mathieu, peut-être? Pardon. Alexandre, est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur le sujet ou tu voulais réagir aux propos de... Non, on peut parler de la campagne, ça me va aussi. C'est son grand stress. Non, il faut revenir à la ville. Mais tu as raison, parce que c'est le sujet de la table ronde. Non, je voulais juste dire 2 choses. Par expérience, et je pense qu'on en conviendra tous, lorsqu'on réforme des politiques publiques, il n'y a jamais rien de simple. Celui qui vous vend du simplisme, c'est faux, c'est un escroc. C'est jamais simple, et c'est ce que Karima Delli évoquait tout à l'heure sur les années de discussion, les processus européens, ça prend du temps. Les États membres sont pleinement impliqués. C'est effectivement pas que ce soit la norme café ou la WLTP, c'est pas des normes qui sont issues de la seule commission compétente au Parlement européen, même si sa présidence en a beaucoup d'influence évidemment. Donc c'est forcément quelque chose. Les effets de transition, on peut pas les négliger. C'est-à-dire qu'on peut dire du jour au lendemain la voiture c'est mal, c'est Satan, comme on entend parfois en ville. Pardon, la voiture en ville, je précise pour Nabil. La réalité, c'est que d'un trait de plume, ça ne s'efface pas. C'est que vous en avez aujourd'hui, de fait, dans les différentes villes françaises, dans les différentes villes européennes. Et donc ces effets de transition, et là c'est en ça que je rejoins vraiment ce que vient de dire Marc, c'est qu'il y a vraiment des effets de transition à prendre en compte. C'est le job des pouvoirs publics, mais aussi des constructeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les villes, prenons les cas des villes françaises qu'on connaît à peu près tous, mais c'est pareil pour les villes européennes, qui sont en grande partie des villes qui ont été construites autour de cette mobilité-là. Vous n'effacez pas en un an, et il faut amener les gens avec vous sur une vision. Pour vous donner le point de départ, le point de réalité, on parle beaucoup des voitures électriques, avec toutes les problématiques que ça pose. On a parlé des batteries, on a parlé d'autonomie, on peut parler aussi de la capacité de notre propre réseau électrique à fournir à 18h, quand vous aurez 30 ou 40% de voitures électriques dans le parc automobile français qui vont se connecter, parce qu'ils vont rentrer chez eux, et que vous allez avoir un énorme pic sur le réseau énergétique entre 18h et 23h ou 24 ou minuit. Ça, aujourd'hui, le réseau énergétique, faut juste être sûr qu'on soit en capacité de délivrer autant d'énergie. Si on veut passer de 0,3%, ce qui est aujourd'hui la quote-part de l'ensemble des véhicules électriques dans notre pays, à 10, 15, 20%, 100% peut-être si on est maximaliste. Donc ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir cette notion, chacun, de bien comprendre que, encore une fois, c'est pas par simplisme. Et c'est évidemment dans le dialogue. On a parlé tout à l'heure des taxis, des VTC. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2013, 2015, même si on pousse un peu en 3 ans. Il n'y a pas eu de transition sur ce marché-là. Et ce qui a créé la tension avec beaucoup de taxis, c'est de se dire, est-ce qu'on ne va pas être évincé du jour au lendemain du marché? On parle de 60, 65 000 chauffeurs de taxi en France.
Combien, Marc connaît mieux les chiffres que moi, mais combien de concessionnaires, combien de réparateurs dans l'automobile, combien de commerciaux, combien d'ouvriers dans les usines. Donc voilà, c'est des effets de transition qui sont massifs. Et c'est pas la seule politique publique à réformer et en tout cas qui va prendre du temps. On parle beaucoup en ce moment des retraites et ce sera un exemple où on s'éloigne un tout petit peu du sujet mobilité, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous aurez, il y a rien de simple. Ça va prendre des mois. Ça fait bien 25 ans qu'on est sur le sujet des retraites. Ça va encore prendre quelques temps, très certainement. Tout ça pour rebondir aussi sur le sujet des données. Pardon, parce que ça, je veux juste en dire un mot. L'infrastructure de données, aujourd'hui, dans une entreprise numérique, dans une entreprise moderne, c'est-à-dire une entreprise qui s'est numérisée, qui a intégré le numérique dans son modèle opératoire et dans son modèle économique, l'infrastructure de données, c'est fondamental, c'est clé, c'est l'ADN de l'entreprise. Et je suis, et pour certains le savent, je suis toujours méfiant des initiatives qui viendraient dire Dieu sait si je suis un fervent défenseur de l'open data, mais dire qu'il faut faire de l'open data à tout crin. Pourquoi ? Parce que l'open data, alors, on peut en avoir entendu parler sur l'ouverture des données publiques, c'est-à-dire l'open data à partir des données que détient l'État sur un certain nombre de grands champs d'action publique. La complexité pour une entreprise privée qui est dans un domaine concurrentiel, c'est que si c'est une obligation, comme d'ailleurs c'est le cas dans la loi d'orientation des mobilités, s'il y a aujourd'hui des obligations pour les opérateurs de transport, pour des constructeurs, de mettre en ligne, de publier, sans par ailleurs de contraintes particulières ou de suivi possible, des ensembles, et finalement d'ouvrir toute l'infrastructure de données et potentiellement même l'infrastructure de paiement, en réalité, ça risque de favoriser, s'il n'y a pas de contrôle par le contrat et donc par la mesure du bénéfice réciproque, vous risquez d'avoir un énorme problème, c'est que vous allez avoir des opérateurs, des agrégateurs, qui vont réutiliser ces données et qui vont, derrière, à horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, imposer leurs conditions commerciales, notamment, je pense, aux opérateurs de transport. C'est un vaste débat qui anime beaucoup, qui était le sujet du MAS aussi tout à l'heure. Absolument. Et je ne veux pas faire de pont trop fort avec d'autres tables rondes, mais c'est aussi des préoccupations qui ne sont pas si simples que ça, même si, évidemment, l'interconnexion entre différentes entreprises dans le cadre d'une économie de services numérique, notamment par des API, est absolument fondamentale. En revanche, je reste vraiment persuadé que ça doit vraiment passer par des contrats. Alors, on va pas tarder à conclure. Alors, je vais essayer de synthétiser. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait que demain, la place de la voiture s'inscrira dans une démarche d'intermodalité. Elle sera partagée, elle sera décarbonée. Est-ce que je peux utiliser ce mot ? Comment est-ce qu'on peut conclure ? Alors, Karima, je vais te redonner la parole. Est-ce qu'on peut être synthétique ? C'est quoi ta conclusion ? La voiture, le sujet, La voiture de demain, c'est ça ? la voiture de demain en ville. La voiture de demain en ville. Oui. Parce que c'est pas pareil dans les zones urbaines et ce ne sera pas pareil dans les zones rurales. Aujourd'hui, on parle de la ville. Je crois qu'en ville, sa place, elle sera très rare. C'est-à-dire que la mobilité, elle sera réellement partagée au niveau de la voiture. Ce sera une voiture partagée, ce sera une voiture dite propre. Alors ça dépend ce qu'on appelle propre aussi, hein, parce que tout le monde dit l'électrique est propre. C'est propre en termes d'émissions, mais quand vous regardez en termes de cycle de vie, c'est pas très propre. Une voiture est propre au niveau électrique à partir d'un minimum de 50 km. Donc au fait, ceux qui ont besoin vraiment de la voiture électrique et qui veulent rouler propre, c'est ceux qui roulent beaucoup. Et donc normalement, ça devrait être dans le périurbain, voire dans le rural. Donc au fait, dans les villes, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on appelle par propre. Demain, la mobilité, je crois qu'elle sera aussi dans les acteurs et sera aussi, moi je crois, dans un bouquet de solutions. On voit arriver les trottinettes, on voit partager, on voit arriver les vélos partagés. Au fait, c'est la notion du partage qui va animer les villes demain dans la mobilité. Et en même temps, il y aura un côté très, très individuel parce que chacun d'entre nous, selon son besoin, va créer sa propre mobilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, moi, me semble de plus en plus importante dans les villes, c'est que les villes vont, de toute manière, se transformer en tant que telles dans l'espace public parce que quelle sera la place demain des véhicules ? Ça, c'est un vrai sujet. Parce que de plus en plus de villes disent « mais la voiture ne bouge pas ».
Ça pose un problème de place. Elle ne bouge plus, cette voiture. Qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble de ces places? Et donc, il y a toute une question aussi, et ça va moi je pense que ça va être très intéressant sur les questions des architectes, des urbanistes, etc., qui vont repenser aussi comment on replace la voiture dans les villes. Et la dernière chose qui, moi, me paraît presque plus qu'importante, tu l'as un peu évoqué, Alexandre, c'est comment on fait que demain, les nouvelles technologies, et notamment la question énergétique, ne viennent pas ou ne deviennent pas un véritable problème. Parce que justement, la question des données va nous amener une révolution numérique dont aujourd'hui, je vous le dis, hein, tous les citoyens européens ne veulent pas des nouvelles technologies, notamment de tout ce qu'on appelle la voiture autonome, etc. Alors tout le monde est en train d'investir dedans, mais pour l'instant, les gens, leur priorité, je vous le dis, hein, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur d'une voiture un peu dite robot, qui pourrait faire des choix à leur place. Donc là, le législateur que je suis va devoir être très très vigilant sur, on ne fait pas n'importe quoi avec notamment la nouvelle technologie et les nouveaux rapports économiques. L'économie de plateforme, ce n'est pas de l'économie collaborative. Le modèle Uber, ce n'est pas le modèle Blablacar. Il faudra bien encadrer. Ça va être notre défi dans les 5 ans à venir à l'Europe. Hein. On ne fait pas pareil avec des plateformes numériques et avec des modèles d'économie de partage. Il faut bien séparer les sphères parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, première chose. Deuxième chose, il va falloir qu'on fasse attention à cette arrivée numérique dans les villes. Je peux vous dire qu'une voiture autonome consommera énormément d'énergie avec des data centers, je ne sais même pas où on va les mettre, etc. Mais ça, ce sont des questions qui vont devoir aussi nous interroger dans les villes. Et ensuite, il y a tout le mouvement qui va arriver, et qui est en train d'arriver notamment en Europe, c'est le mouvement du slow. Les gens veulent à nouveau marcher, par exemple. C'est tout des mouvements comme ça. Les gens veulent se réapproprier l'espace public. Et donc ça aussi, il faudra faire que la mobilité, on ne parle plus du tout de la marche, hein. On parle beaucoup du vélo, de la trottinette, etc., mais que les gens récupèrent par notamment la marche, par exemple, ces systèmes de la conception d'une ville, ça aussi, ça va être des grands défis. Maintenant, la véritable question, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'on est vraiment prêt à coopérer ? Est-ce qu'on a le droit de se fâcher une bonne fois pour toutes, mais de se dire, on va vers des objectifs communs? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut à nouveau se dire, écoutez, il y a des choses qui vont d'une accélération incroyable et que l'Europe ne doit pas être au bord de la route? Et bien moi, je crois que c'est ce moment-là qu'il faut faire. C'est pour ça, et je le répète, mais j'aspire... Alors, je serai là la semaine prochaine à Bercy, au fait, pour votre journée de travail, mais je pense qu'il faut voir plus loin. La normalisation, la législation sur toutes les questions de véhicules ne se fait pas au niveau français. C'est l'Europe qui va dicter. Et j'espère que justement sur ça, la feuille de route sera assez ambitieuse parce que si nous perdons cette opportunité, nous la perdons au profit notamment des Chinois qui, eux, ils ont des quotas obligatoires, ils appuient sur le bouton et ça file très droit. Moi, j'aime la démocratie. J'aime bien aussi faire des expérimentations, faire ensemble, justement, que les citoyens trouvent une place, mais qu'on aille vite et qu'on ne soit pas, justement, les derniers de la classe. Monsieur Martureux, des mots de conclusion ? 3 points rapides. Premier, moi, je partage ce qui a été dit sur la pluralité des solutions. Je veux dire, véhicules électriques à batterie, oui. Aujourd'hui, c'est concrètement la technologie qui permet d'atteindre à court terme les résultats les plus immédiats avec toutes les logiques d'hybridation qui existent dans ce cadre-là. Mais il ne faut pas oublier l'hydrogène, il ne faut pas condamner d'office toutes les pistes autour de biocarburants synthétiques qui seraient neutres en termes de carbone ou d'autres types de solutions. Il y a différents types de solutions. Je pense que l'avenir passe quand même par l'innovation. Il faut absolument qu'on continue à fortement encourager l'innovation. C'est aussi par là que l'Europe continuera à exister, et y compris sur le sujet des batteries.
où, grâce à de futurs sauts technologiques, nous pouvons espérer, avec évidemment un pari qui n'est pas simple, mais nous pouvons espérer retrouver une certaine capacité d'autonomie technologique sur de futures générations de batteries. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est cette nécessité d'un écosystème. Et quand l'Europe met effectivement des objectifs forts aux constructeurs pour leur vente sur l'ensemble de l'Europe, j'aimerais qu'on soit peut-être plus proactif aussi sur comment on se préoccupe que tous les pays d'Europe se dotent des infrastructures nécessaires pour qu'on puisse réellement vendre et utiliser les véhicules que l'on demande à mettre sur le marché, parce que sinon, il y a quand même une impasse autour de ça. Et sur la France, il y a effectivement une mobilisation qui se fait, mais je ne peux quand même que regretter, par exemple, que pour tout ce qui sont les copropriétés, et en France, on a beaucoup de gens qui vivent en copropriété, on reste dans un cadre où c'est un véritable parcours du combattant pour pouvoir installer dans des délais raisonnables des bornes de recharge, qui est quand même un élément majeur pour pouvoir accepter de basculer vers des véhicules qui ont besoin de se recharger de façon très très régulière. Et puis, troisième chose, je pense que ce n'est pas, à mon avis, une bonne chose d'être dans cette logique un peu permanente de diabolisation de véhicules qui a peut-être été à un moment trop sacralisé, mais qui, à l'inverse, je trouve aujourd'hui, le car bashing est quand même extrêmement fort, parce que je pense sincèrement que les acteurs de la filière automobile vont faire partie des acteurs qui vont apporter des éléments de solution, parmi d'autres, dans une logique où, effectivement, la frontière entre le transport public collectif, la voiture privée individuelle, tout ça, ces frontières sont en train de s'estomper. On a notre rôle à jouer au travers des ingénieurs qui travaillent et qui apportent des solutions d'innovation. Le véhicule autonome, pour tout le monde, demain, honnêtement, je ne sais pas si ça existera sous cette forme. Par contre, c'est déjà quand même une certaine réalité par un niveau d'autonomie dans beaucoup de véhicules qui commence à être assez important. Et en termes de services, sur des véhicules qui effectivement seraient beaucoup moins nombreux, mais utilisés de façon beaucoup plus intensive, y compris dans des zones où aujourd'hui on n'est pas capable d'offrir de services de mobilité autres que la voiture individuelle particulière à des coûts accessibles, ces types de technologies sont susceptibles d'apporter des solutions intéressantes demain, avec tout un enjeu réglementaire, bien évidemment, et c'est la responsabilité des pouvoirs publics d'y faire attention, la sécurité, bien entendu, l'acceptabilité, qui est évidemment un enjeu absolument majeur. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces innovations technologiques dans la mesure où on n'a pas, me semble-t-il, aujourd'hui toutes les solutions en place pour être capable de répondre aux objectifs qu'on partage tous sur la transition énergétique et haute, et que c'est au travers aussi de ces innovations qu'on y parviendra. Donc voilà, moi je pense que très honnêtement la filière industrielle est une filière d'avenir parce qu'elle est traversée d'innovations incroyables. Je trouve qu'on est sur des sujets passionnants, difficiles, c'est clair, mais absolument passionnants. Et j'espère aussi, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé des enjeux de compétences, d'emploi, etc., mais c'est clair que nous avons besoin pour le futur d'attirer de nouveaux talents, l'intelligence artificielle qui est un des enjeux majeurs, où on s'arrache les compétences aujourd'hui entre les différents secteurs. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut que nous réussissions ensemble. Alexandre. Un mot rapide pour conclure et peut-être boucler sur le sujet urbain aussi. Ouais. Je pense qu'encore une fois, d'une ville à une autre, on peut avoir des situations très différentes. Une ville comme Paris, encore une fois, n'est peut-être pas le meilleur, même si c'est notre capitale, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour arriver à généraliser sur l'ensemble du territoire. Quand vous avez encore une fois des multitudes d'offres de mobilité dans une ville comme Paris, vous avez, je crois que c'est à peine un Parisien sur 4 qui a une voiture, qui est propriétaire, ça ne veut même pas dire qu'il l'utilise. C'est bien souvent des voitures qui restent soit en stationnement, soit dans les garages. On a un flux en réalité à Paris de voitures qui est important, mais qui n'est pas parisien, si je puis dire. Donc fondamentalement sur le sujet des villes, je pense que d'une ville à une autre, ça risque de changer. D'une région à une autre, ça peut changer. Et il y a un enjeu aussi très important qui est non seulement de prendre en compte ces situations locales, mais de prendre en compte aussi les gens, les consommateurs, les clients, leur rationalité.
parce qu'on peut avoir toutes les bonnes idées, toutes les grandes idées, toutes les normes, etc. Mais je vous assure que expliquer à des gens qui ont un projet d'achat de voiture, de renouvellement, que le bonus-malus, enfin en l'occurrence la grille du malus, en janvier ne sera pas la même que celle de mars, que, ah oui, mais entre-temps, il y a une norme qui est arrivée par l'Europe. On a un discours, je n'ai pas ce discours anti-Europe, bien évidemment, mais qui n'est pas forcément toujours... mais qui n'est pas toujours très bien expliqué, cette norme. Qu'est-ce que la WLTP va expliquer? Comment dans les concessions aujourd'hui, qui sont finalement les ambassadeurs de vos marques, comment aujourd'hui ce travail est fait auprès des consommateurs? Et comment derrière, les achats, les choix rationnels des clients restent la boussole qui doit guider aussi la réforme des politiques publiques. Parce que je pense qu'encore une fois, il ne faut pas oublier, on parle beaucoup des voitures électriques, il y a une sorte même de buzz, de hype là-dessus. 0,3% des voitures en France sont électriques, donc on est quand même très loin aujourd'hui d'avoir quelque chose de massif. Ce qui est massif, ce sont les véhicules thermiques à carburant fossile, qu'ils soient diesel ou essence, avec une baisse, vous le savez, du diesel ces 2-3 dernières années. Et donc, ce que je veux dire juste comme message pour à la fois les constructeurs qui sont là et les pouvoirs publics représentés par Karim Adeli, j'ai la chance de pouvoir leur dire quelque chose à tous les deux. Baisser les armes, travailler ensemble, je sais que vous le faites déjà, mais vraiment, c'est-à-dire que la mobilité, c'est pas un sujet accessoire. C'est pas on parle pas d'objets comme Karima l'a très bien dit tout à l'heure, ça coûte cher, c'est au cœur aujourd'hui de la vie des gens. Et encore une fois, ça touche immédiatement nos libertés fondamentales, notamment à une, qui est celle de la circulation. Et celle aussi de trouver un job, et celle de pouvoir aller voir sa famille, et celle de pouvoir sortir de sa zone, se déplacer. Donc on est sur quelque chose qui est... c'est pas juste de l'imaginaire, c'est quand même dans la réalité aujourd'hui des gens tels qu'ils le vivent. Alors peut-être qu'on considère que c'est un droit, et donc forcément ce droit, je pense qu'il ne s'éteindra pas, même si demain la voiture change en profondeur, y compris sur son design, sa motorisation, etc. Mais merci pour tout. Mathieu Cuzin, le mot de la fin. Le mot de la fin me revient, merci. Moi, le mot de la fin, c'est qu'en fin de compte, il y a quand même un élément qu'on a un peu survolé, c'est le caractère urgent d'agir. Mais il y a vraiment urgence. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on nous apprend qu'il y a un glacier qui disparaît ou qu'il y a une sécheresse pas possible. Et les solutions qu'on envisage, elles sont toutes... possible, mais pas tout de suite, quoi. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse, une fois de plus. Quand j'ai pris le micro tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hybride. C'est une technologie qui existe depuis 20 ans, qui est très vertueuse d'un point de vue émission de CO2, qui est disponible maintenant à un prix tout à fait abordable. On parlait du prix des véhicules à batterie qui sont hors de portée. Les véhicules hybrides sont abordables. Aujourd'hui, c'est une spécialité de Toyota, mais Toyota... Tout à l'heure, j'ai parlé du défi numéro 6 de notre Toyota Environmental Challenge, qui est de contribuer à l'avènement d'une société en harmonie avec la nature. En début d'année, a donné 24 000 brevets de cette technologie à ses concurrents pour que tout le monde l'adopte. L'an prochain, il y a Renault qui va sortir la Clio hybride. Bref, c'est une technologie qui est disponible maintenant, qui n'émet que peu de CO2. Et tout de suite, on peut faire la différence. Merci beaucoup. Merci à Karim Adeli, Marc Mortureux, Alexandre Quintard et Mathieu Cuzin. Merci.